Bonjour à toutes et tous. On va pouvoir commencer la table ronde. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'écran parce qu'on n'est pas très nombreux, donc autant rester dans quelque chose d'un peu intimiste. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde, donc pas dans l'ordre du PowerPoint, mais dans l'ordre dans lequel elles sont ici, Ève Payot, Adèle Stenou, Hélène Bouez et Camille Lorman, qui sont toutes les quatre conservatrices restauratrices. Donc Ève, tu es spécialisée dans la conservation-restauration des objets archéologiques et après donc une formation à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en conservation-restauration des biens culturels. Tu travailles actuellement au Centre de restauration et d'études archéologiques municipales de Vienne, en France, je précise. Adèle, donc pareil, après une formation. Donc, elles ont toutes été formées à Paris 1 en conservation-restauration des biens culturels. Donc Adèle, toi, tu es plutôt spécialisée en art graphique. Et actuellement, tu es adjointe à la coordination des prestations externalisées en conservation-restauration aux Archives nationales à Pierrefitte, donc. Hélène, toi, tu es spécialisée en peinture et tu travailles actuellement comme conservatrice-restauratrice de peinture indépendante. Et ton dernier chantier, donc c'est toujours en collaboration avec le C2RMF, c'est ça? Une intervention de restauration sur une peinture à l'huile du XVIIe siècle qui provient du musée Bonnat-Helleux de Bayonne. Et enfin, Camille, tu es aussi spécialisée en peinture et tu es actuellement vacataire au château de Versailles comme conservatrice-restauratrice de peinture. Et alors, moi, pour me présenter, je suis donc Mekti Deriot. Et je fais une thèse sur l'utilisation de la couleur chez les peintres florentins au XIVe siècle. Et je m'intéresse beaucoup aux questions de matérialité qui ont beaucoup à voir avec mon sujet. Et en fait, je me rends compte, notamment en discutant avec vous, qu'on a souvent assez peu de contacts entre historiens de l'art et conservateurs-restaurateurs, alors qu'on aurait beaucoup à gagner à échanger. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui pour cette table ronde, pour une histoire matérielle de l'art, l'apport de la conservation-restauration à l'histoire de l'art et l'archéologie. Alors, pour introduire donc le sujet, avant de vraiment commencer à vous poser des questions, j'aimerais partir de cette citation que vous voyez à l'écran, donc je vais vous lire en français, qui provient d'un article de Leslie Carlisle, qui a beaucoup travaillé, donc qui est scientifique de la conservation, et qui a beaucoup travaillé sur les questions de matérialité, de reconstitution. Et elle écrit dans un article publié en 1998 que pour l'historien de l'art, ignorer la dimension matérielle des peintures, c'est laisser de côté quelque chose de vital pour l'artiste. Et être ignorant de changements purement physiques peut conduire à des erreurs loin d'être nécessaires. Donc cette citation, moi j'y souscris complètement, et on va pouvoir voir petit à petit à quel point elle est juste et à quel point ignorer justement cette dimension matérielle en tant qu'historien de l'art peut nous conduire à des contresens, notamment dans nos analyses et nos interprétations des œuvres d'art. Et c'est pour ça que on a besoin, de notre côté, de travailler en collaboration avec des conservateurs-restaurateurs. Alors, la conservation-restauration, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, donc, je suis partie de la définition de la Fédération française des conservateurs-restaurateurs, qui nous dit que la discipline regroupe des interventions bien spécifiques de sauvegarde d'un objet ou d'un monument, dans le respect de sa signification à la fois culturelle, historique, esthétique, éthique et artistique. L'objectif d'une intervention de conservation-restauration n'est pas de remettre les biens culturels à neuf, mais bien de prolonger leur durée de vie dans ce qu'ils représentent comme lien entre les époques et les générations. Donc déjà, on voit bien qu'on a quand même, entre historiens de l'art et spécialistes de la conservation et de la restauration, on a quand même une approche
assez différentes des objets. Et la Fédération française des conservateurs-restaurateurs nous dit également que ce métier est souvent confondu avec un métier d'artiste ou d'artisan d'art, alors que c'est pas du tout ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas de création et parce que vous êtes formé à la conservation-restauration, au traitement approprié, et que vous suivez un code de déontologie dont on parlera un peu plus loin, qui est reconnu au niveau international. Et ça, j'aimerais le souligner. Donc on n'est pas dans des pratiques sauvages ou des bricolages comme ça peut... Il y en a souvent qui défraient la chronique. Je pense qu'on a tous des exemples en tête, notamment ce Jésus espagnol qui avait été complètement défiguré. Mais on est vraiment face à un travail de spécialiste, un travail technique et scientifique. Et seuls les spécialistes qualifiés sont alors en mesure d'apporter des conseils sérieux et de faire la différence entre conserver, restaurer, réparer ou rénover. Donc l'émission, je suis toujours sur la définition que donne la FFCR de ce que c'est qu'un conservateur-restaurateur. Les missions qui sont assez peu connues précisément des historiens de l'art de manière générale. Donc il y a la question de l'étude de l'œuvre, du constat d'état de conservation, puis un diagnostic qui mène à la proposition, à la mise en œuvre d'un traitement adapté sur l'objet et ou indirectement sur son environnement. L'environnement, c'est très important, je pense que vous pourrez nous en dire plus. En concertation avec le propriétaire ou responsable de l'œuvre. Le restaurateur-conservateur conseille et assiste. Il rédige des rapports techniques en excluant toute appréciation sur la valeur marchande. Il réalise une documentation photographique sur l'état avant, pendant et après l'intervention. Il mène des recherches, ça on en parlera aussi un peu plus en détail, et il contribue au programme d'éducation et d'enseignement et participe à des manifestations de communication, de sensibilisation et de valorisation. C'est pourquoi vous êtes là toutes les quatre aujourd'hui. Donc, voilà pour un peu planter le cadre de ce que c'est que ce métier. Et maintenant, je vais me taire un peu plus et laisser la parole à nos intervenantes en vous demandant précisément quelle est votre spécialité et sur quoi vous pouvez être amené à travailler. Donc, Camille, on va commencer par toi, si tu veux bien. Bonjour. Je suis Camille Lormand, restauratrice de peinture. Quand je dis peinture, en fait, ça comprend diverses choses. Tout comme Hélène est aussi restauratrice de peinture et pourra en parler. En fait, ça comprend à la fois les peintures de chevalet sur support toile, support bois, mais aussi les peintures murales, et ça peut s'étendre aux objets polychromes, notamment aux peintures sur les sculptures. Dans ce cas, on collabore en général avec d'autres restaurateurs, notamment des restaurateurs de sculptures. Et du coup, au château de Versailles, qu'est-ce que tu fais précisément ? Donc là, je suis actuellement vacataire au château de Versailles pour une durée d'1 an. Ma mission là-bas, c'est dans un premier temps d'entretenir, de permettre l'entretien des collections, des peintures. Et pour cela, donc, je participe partiellement au récollement. Donc, le récollement, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est reprendre l'inventaire de toutes les collections, vérifier que les œuvres sont présentes à l'endroit où elles sont notées dans l'inventaire, et vérifier aussi leur état. Dans le cas où l'état de conservation de l'œuvre n'est pas convenable, du coup j'interviens ponctuellement pour faire par exemple des refixages ou ce genre de choses. Ensuite, j'interviens dans un second temps parallèlement pour tout ce qui est demande de prêt, pour toutes les nouvelles acquisitions, tout ça. Donc pour les demandes de prêt, je fais régulièrement des constats d'état des œuvres et j'accompagne les œuvres aussi pour les convoiements. Je fais attention à ce qu'elles soient vraiment dans l'état pour le voyage. Et éventuellement, je fais des interventions dessus. Voilà. Donc pour rester sur la peinture, Hélène, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément sur quoi tu es amenée à travailler et comment ça se passe quand on est en indépendant ? Oui, tout à fait. Alors, du coup, comme Camille l'a dit, je suis également restauratrice de peinture, mais en indépendance, ce qui est quand même le cas de beaucoup de restaurateurs et de restauratrices en France. Peut-être une majorité, on n'a pas beaucoup de chiffres là-dessus, mais un nombre certain en tout cas.
Ce qui veut dire que je peux être amenée à restaurer des œuvres privées appartenant à des clients particuliers et également participer à la restauration d'œuvres publiques, notamment dans le cas de marchés publics, d'accords cadres. Dans ces circonstances-là, on travaille rarement seul, c'est souvent des équipes de restaurateurs. Et dans les deux cas, privés ou publics, généralement, il y a vraiment une volonté d'en apprendre plus sur les œuvres, soit sur leur provenance, leur processus créatif, ce qu'elles ont traversé. Donc c'est vrai que la dimension de recherche est vraiment intrinsèque à l'intervention sur l'œuvre. Et ça, je pense que tu pourras nous en parler un peu de celui-là un peu plus tard, quand on verra vraiment les apports mutuels entre recherche et conservation et restauration. Ensuite, du coup, je fais dans l'ordre du PowerPoint. Eve, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Moi, je sais que j'ai beaucoup moins de contacts forcément avec des restaurateurs en objets archéologiques, et je pense que c'est aussi une spécialité qui est beaucoup moins connue du public que la restauration de peinture, qui est quand même le truc auquel on pense tous en premier. Bonjour à toutes et tous. Oui, c'est vrai qu'on connaît beaucoup la restauration, enfin c'est ce qui vient à l'esprit en premier lieu, mais oui, il y a aussi d'autres restaurations sur d'autres objets. Donc voilà, moi j'exerce au sein du CREAM, donc le Centre de restauration et d'études archéologiques municipales de la ville de Vienne. Donc moi, contrairement à Hélène, je travaille en institution. Donc mes missions principales, c'est la conservation, restauration du patrimoine archéologique, qui peut nous provenir directement juste après des fouilles, qui peuvent être dans des collections muséales. Donc ça veut dire qu'on est amené à travailler avec des archéologues, des gestionnaires de collections, des conservateurs de musées. Nous, on a différents types de prestations au sein du laboratoire. Enfin, du centre de restauration. Il va y avoir l'imagerie qui est très importante, puisqu'on travaille beaucoup en ce moment sur le patrimoine métallique archéologique. Et donc, quand les objets, essentiellement les ferreux, arrivent gangués, on arrive difficilement à... Gangués, est-ce que tu peux expliciter, s'il te plaît? C'est-à-dire que dans le processus de corrosion qui s'opère en milieu archéologique, la corrosion a tendance à être très expansée, et tellement que parfois on n'arrive plus à appréhender les formes de l'objet, on ne sait même plus ce que ça peut être. Parfois même un archéologue peut être assez décontenancé face à ces objets. La radiographie est un moyen d'imagerie qui nous permet de comprendre la forme de l'objet. Parfois on la comprend déjà, hein, ça nous permet simplement de repérer les structures, les failles internes par exemple, savoir si l'objet est très minéralisé ou pas, enfin, ça va nous guider dans la restauration. On effectue aussi au sein du CREAM des études préalables, des missions, alors ce fut le cas avant, moins maintenant, mais des missions de conservation préventive et des opérations de moulage, de facsimilé. C'est moins le cas maintenant, on est plus vraiment axé patrimoine métallique, et puis voilà, la conservation-restauration, donc toutes les opérations de stabilisation physique, chimique, et voilà. Et enfin, on va terminer avec d'autres exemples de ce sur quoi tu as pu travailler. Enfin, Adèle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions qui sont un peu différentes de celles de nos trois autres intervenantes? Oui, alors tout à fait. Moi, je travaille aux Archives nationales. D'ailleurs, je me rends compte que le titre de poste que je t'ai donné, en fait, il vient juste d'évoluer. D'accord. Donc maintenant, on est le service des projets transversaux. Mais après, moi, mes missions, ça correspond à ce que je t'ai déjà indiqué. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un poste un peu particulier par rapport à mes camarades, c'est que je ne restaure pas directement. Mon travail consiste, au sein des Archives nationales, à évaluer l'état de fonds qui sont voués à être exposés ou numérisés ou communiqués, et à déterminer si leur état de conservation matérielle permet la manipulation et permet la lisibilité. Et dans ce cadre-là, je fais donc des analyses de l'état matériel que je traduis ensuite en cahiers des clauses techniques particulières, donc CCTP, des cahiers des charges, qui sont voués à être publiés dans le cadre de marchés publics.
parce que les Archives nationales ont un atelier de restauration interne, mais qui a fatalement une capacité de travail qui est celle de ses équipes. Et quand on a parfois des projets avec des fonds de plusieurs dizaines de boîtes, on ne peut pas se permettre de faire tout reposer entièrement sur l'équipe qui est en interne et qui du coup ne pourrait faire que ça. Donc mon travail consiste à donner du travail à d'autres professionnels qui travaillent en indépendant notamment. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur une distinction entre plusieurs termes que vous avez toutes mentionnés dans vos présentations. La distinction entre la conservation-restauration, la conservation préventive, la conservation curative et la restauration. Donc là, ce sont des termes qui proviennent du site de l'ICOM, donc le comité international, enfin le Conseil international des musées, avec l'ICOM-CC qui est spécialisé justement qui est le comité sur la conservation. Donc est-ce que, je ne sais pas qui peut parmi vous nous expliquer la différence entre ces différents... Oui, alors en effet, vous pouvez vous référer à l'ICOM-CC pour tout ce qui est, pour tout ce qui concerne ces définitions. Globalement, la conservation-restauration, c'est la sauvegarde, c'est l'ensemble des actions qu'on va entreprendre pour la sauvegarde du patrimoine, et donc elle comprend la conservation préventive, la conservation curative et la restauration. Elle doit bien évidemment être faite dans le respect de la matérialité de l'objet et de sa signification. Et donc la conservation préventive, ça va être toutes les actions indirectes qu'on va pouvoir mener pour minimiser les risques à venir sur les objets. Donc généralement, ça va être lié à l'environnement des objets, au contexte. Il y a après toutes les interventions de conservation curative, où là, c'est des actions qui vont être directes, qui vont parfois modifier l'aspect visuel de l'objet, et qui ne sont réalisées que quand il y a un réel danger pour l'objet, une menace pour sa préservation à long terme. Et donc ça va être des traitements de stabilisation physique, chimique, stabilisation structurelle. Et puis après, il va y avoir toutes les opérations de restauration, qui elles aussi sont des opérations, des actions directes, qui sont réalisées, qui peuvent opérer, qui opèrent souvent un changement visuel sur l'objet, et qui sont liées à tout ce qui est la compréhension de l'objet, à la lisibilité, parfois même à la fonction. Donc ça, c'est tout ce qui va pouvoir améliorer tout ça. Et c'est souvent une opération qui est jugée facultative. Voilà. Donc nous, en tant que conservateurs, restaurateurs, on est amené à jouer sur ces trois curseurs: conservation préventive, conservation curative et restauration. Même si conservateur-préventeur, c'est aussi une discipline, c'est aussi un métier à part entière. J'ai rapidement mentionné dans mon introduction la question de la déontologie du métier, qui est une question très complexe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, déjà expliquer quels sont les grands points de cette déontologie et à quel type de problème vous êtes confrontés dans votre métier? Oui, alors la déontologie de la conservation-restauration, donc l'ensemble des règles morales qui encadrent la discipline, a été construite tout au long du XXe siècle en fait. Avec notamment des chartes, des discussions comme la charte de Venise ou la charte d'Athènes. D'abord la charte d'Athènes et ensuite la charte de Venise. Et en fait, elle est toujours en évolution avec des principes de base, mais qui évoluent. Par exemple, là, vous pouvez voir que les principes de base, c'est la compatibilité des matériaux. Tous les matériaux que l'on rajoute
sur les œuvres d'art doivent être compatibles avec celles-ci. Par exemple, on va utiliser des matériaux proches, des matériaux naturels, ou alors des matériaux qui doivent être inertes, qui ne doivent pas, qui doivent être stables, donc, qui ne doivent pas altérer l'œuvre en vieillissant, qui ne doivent pas, par exemple, devenir acides ou gêner à la lisibilité de l'œuvre. Tous les matériaux rajoutés doivent pouvoir être retirés, c'est ce qu'on appelle la retraitabilité. Et dans ce sens aussi, toutes les restaurations ne doivent pas empêcher les restaurations futures. Par exemple, si on fait un rentoilage à la cire, potentiellement ça peut empêcher d'utiliser des matériaux aqueux par la suite. Donc c'est vraiment une intervention qu'on utilise en dernier recours. Ensuite, on a aussi la lisibilité. C'est un principe qui est fondateur aussi parce que et qui est apparu un petit peu sur le tard, notamment avec la réflexion de Cesare Brandi dans les années 1960, où le restaurateur doit être en retrait de l'œuvre, mais la restauration doit quand même être visible pour pouvoir distinguer l'œuvre originale de la restauration, pour ne pas tomber dans le faux. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question pour finir, achever un peu cette brève et succincte présentation de votre métier. C'est que, en tant que historienne de l'art, j'ai souvent cette frustration de pas pouvoir avoir accès à la matérialité des objets dans les musées. Je peux pas me mettre mes mains sur les tableaux, sinon ça sonne de partout et je me fais jeter dehors. Et j'ai très peu d'occasions, même en allant voir des tableaux dans les réserves avec les conservateurs, de pouvoir vraiment avoir ce rapport tactile, on va dire, avec les objets sur lesquels je travaille. Vous, c'est pas du tout le cas, c'est même le contraire. Et donc, ma question serait comment concrètement votre métier faites-vous des témoins de la complexité matérielle des objets sur lesquels vous travaillez? Je sais pas qui veut répondre. Vas-y, ouais. Alors, dans le cadre des archives, ça peut être assez différent de mes camarades parce qu'on est sur des documents qui sont, des œuvres qui sont pour la plupart donc des documents qui sont en 2 dimensions pour la plupart. On a très peu la notion d'épaisseur parce que quand on a une feuille de papier, en général, c'est quelque chose où on voit tout de suite, on va dire, toute la profondeur de l'objet. Mais en fait, on a un peu cette tendance à se dire qu'on voit tout, alors qu'en fait, souvent, il y a beaucoup d'aspects d'un document qu'on va pouvoir ignorer si on ne peut pas le manipuler. Et je pense notamment pour ça à tout ce qui est de l'ordre de la reliure. Quand on a un ouvrage relié, on a tout un travail de couture qui est ensuite masqué par la couverture, qui est en fait, tout l'ouvrage est recouvert par quelque chose. Et si on a envie, par exemple, d'étudier la structure d'une reliure, si on a envie de comprendre comment cet objet a été fait, en fait, on ne peut y accéder que si l'objet est dégradé. Pour accéder à toutes ces informations, on est obligé soit d'effectuer une incision dans le dos, on est obligé de couper quelque chose pour accéder à la partie qui est masquée, ou alors il faut avoir un objet qui s'est déjà dégradé à cause du temps, et qui en fait se trouve dans un état où il a perdu en quelque sorte une partie de son intégrité, et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut l'étudier. Et c'est quelque chose que nous, en fait, dans le domaine de la restauration, on voit souvent, parce que c'est comme ça que les objets nous arrivent. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait quand même ce travail de documentation, parce qu'en fait, l'état dans lequel un document arrive quand il arrive en fait entre nos mains en restauration, c'est un moment où on peut vraiment recueillir beaucoup d'informations qui, à la fin de notre intervention, seront peut-être à nouveau plus visibles. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Oui, vas-y. Alors du coup, effectivement, dans le cadre de peinture, ça va être assez différent que pour ma collègue. Après, nous, évidemment, on a la possibilité de manipuler les œuvres, ce qui est quand même un grand privilège, mais bon, c'est une possibilité restreinte à des moments précis, évidemment. On essaie de limiter quand même les manipulations non nécessaires. Après, c'est vrai que ce qui est
vraiment le grand privilège qu'on a, c'est de pouvoir voir l'œuvre dans un contexte différent aussi, je pense. Parce que déjà, effectivement, des peintures, c'est des objets 3-dimensionnels que là, on peut voir autrement qu'accrochés sur un mur ou en réserve. On peut les observer décadrés, ce qui va nous apporter beaucoup, beaucoup d'éléments sur la façon dont ils sont créés, la façon dont ils ont évolué dans le temps. Et je pense que le fait que notre regard soit vraiment concentré sur des questions précises, je sais que nous, dans un premier temps, ça va être surtout comment l'œuvre a-t-elle été créée, quelles évolutions elle a vécues entre-temps, dans quel état est-elle aujourd'hui, comment distinguer les éléments matériels qu'on voit qui sont propres à son état dégradé et ceux qui sont propres à son état, sa constitution d'origine. Du coup, c'est vrai que la manipulation, le contact avec les œuvres est vraiment indiscernable de ces réflexions-là, je dirais. En plus, vous êtes les seuls avec les conservateurs préventeurs à intervenir directement sur les œuvres. Donc, oui. Ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont ce privilège-là. C'est sûr. Mais ça nous rend très bizarre quand on regarde des expos, par contre. Parce qu'on regarde les œuvres très bizarrement. Genre, là, il y a un nettoyage qui a été mal fait. Ou... C'est ça. Non, mais c'est une maladie, on cherche les trucs. En général, si dans une exposition, vous voyez quelqu'un qui est collé contre le mur et qui regarde le tableau comme ça, c'est quelqu'un de chez nous. Moi, je le fais aussi, mais parce que du coup, ça imite la lumière rasante et c'est pas mal pour voir des trucs. Après cette première partie, on va dire, consacrée à la présentation de votre métier, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce qui nous amène ici aujourd'hui, avec la question de la relation entre des relations possibles et à développer, j'espère, entre la conservation-restauration et la recherche en histoire de l'art. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est des liens. Enfin, les liens sont actuellement assez ténus ou alors avec pas mal d'intermédiaires. Alors que, comme le dit cette très belle phrase de David Bonford, qui est un des grands noms de la Technical Art Studies et de l'étude de la matérialité dans les œuvres d'art. Donc David Bonford est toujours lui-même conservateur-restaurateur, c'est un scientifique de la conservation, il a beaucoup travaillé sur la peinture, la matérialité de la peinture, la reconstitution des techniques, etc. Et il écrit dans un article qui date de 2004 que inévitablement le conservateur-restaurateur en tant que narrateur interprète et intervient dans le récit, donc dans l'œuvre d'art. Et donc je trouve que cette phrase est très intéressante. Alors il parle spécifiquement de la peinture, mais elle montre bien, je trouve, que votre métier, on peut pas, nous en tant que chercheurs en histoire de l'art, en archéologie, considérer que ce que vous faites est uniquement technique et n'a pas d'impact sur nos pratiques de recherche. Et c'est ne pas prendre en compte ce que vous faites sur les objets et à mon sens une erreur, une grosse erreur. Et je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises dans mes recherches, parce que comme je travaille sur la couleur, je m'intéresse beaucoup forcément au travail que font les conservateurs-restaurateurs, ne serait-ce que parce que les restaurations des œuvres changent complètement la perception que je vais pouvoir avoir des couleurs d'une œuvre. Et en plus parce que les restaurations des œuvres d'art sont souvent l'occasion d'une étude matérielle plus approfondie, avec notamment des analyses en laboratoire des matériaux. Et je vais donner un exemple qui me semble extrêmement parlant des apports que peuvent apporter ces échanges. C'est un exemple assez connu puisqu'il s'agit, donc vous le voyez à l'écran, une des fresques de Giotto dans la chapelle de l'Arena à Padoue. Et donc sur ce bout de fresque qui représente la dernière scène, vous voyez le Christ avec ses disciples et Judas qui est ici au premier plan en jaune. Et vous constatez tout de suite que le Christ a un superbe nimbe doré, alors que ceux des apôtres sont complètement noircis. Et en fait,
ça interroge. Pourquoi avoir fait les nimbes des apôtres dans une couleur très sombre? Et lors de la restauration, on se doutait que c'était quand même une dégradation de quelque chose. Il y a eu des prélèvements qui ont été faits, il y a eu des coupes stratigraphiques qui ont été analysées. Ici, vous voyez un détail du nimbe d'un des disciples. Et vous voyez bien qu'on a quand même, quand on regarde de très près, on a un peu d'or et puis un truc noir tout bizarre. En fait, on s'est rendu compte avec les prélèvements qu'il s'agissait de ce qu'on appelle de l'or parti, c'est-à-dire une feuille d'or sur laquelle on a collé une feuille d'argent, et ça permet d'économiser les coûts en or, et parce que du coup la feuille qu'on utilise est moins épaisse, sauf que l'argent c'est beaucoup moins stable dans le temps que l'or, et ça se dégrade très facilement, donc ça noircit, d'où ces auréoles très noires, et en fait, c'est extrêmement intéressant d'avoir ces informations matérielles-là parce qu'on peut en tirer une explication iconographique au-delà du coût matériel. Ne pas utiliser le même procédé, les mêmes métaux pour faire l'auréole, le nimbe du Christ et ceux des apôtres, sachant qu'en plus Judas n'a pas de nimbe mais juste un halo noirci autour de la tête. C'est extrêmement significatif du point de vue iconographique parce qu'on a une sorte de gradation de la sainteté et du statut via les matériaux utilisés pour faire le nimbe. Et ça, c'est des choses dont on ne se serait pas rendu compte s'il n'y avait pas eu cette restauration de la fresque. Donc c'est un exemple que je trouve extrêmement parlant, et c'est pourquoi je le donne aujourd'hui. Mais du coup, ma question, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que ce qu'on fait nous, en tant qu'historiens de l'art et archéologues, va être utile à vous dans vos travaux? Est-ce qu'on peut avoir une réciprocité comme ça? Alors moi, du coup, je vais plutôt répondre pour ce qui est du côté des archéologues. Mais oui, il y a tout à fait une réciprocité. Il y a un dialogue qui est nécessaire, c'est certain. Nous, on apprend des informations de la part des archéologues, et inversement, les archéologues apprennent des informations que nous, on a pu voir pendant la restauration. Pour parler de cas plus précis, par exemple, j'ai fait un nettoyage, j'ai découvert en dessous, sur des petits cuivreux, j'ai découvert en dessous le sédiment des traces. Ça, j'en ai fait part à l'archéologue. Je lui ai dit, bah voilà, en nettoyant, j'ai découvert des traces. Tout de suite, il m'a dit, ah ouais, ça pour le tracéologue, c'est super intéressant. Peut-être qu'il va pouvoir faire une étude là-dessus et en apprendre davantage. Donc je ne sais toujours pas si ces traces, ça a été importante ou pas, mais ça fait partie du dialogue. Et inversement, parfois on nous dit, bah voilà, faites attention à tel ou tel matériau. Par rapport au contexte, c'est super intéressant aussi parce que nous, on n'a pas forcément le contexte. Et donc, il y a un échange qui peut se créer entre les... Enfin, c'est intéressant d'avoir le contexte parce qu'on n'a pas les mêmes techniques de fabrication. On va peut-être pas faire attention aux mêmes détails aussi en fonction de la période. Et voilà. Donc, la connaissance du contexte va conditionner en quelque sorte les restaurations que vous allez pouvoir mener, ou en tout cas les orienter différemment. Oui, ça peut, parce qu'on peut nous dire, bah voilà, sur tels objets, on sait que peut y avoir du cuir. Voilà, faites attention. Ça a été découvert en contexte de sépulture. On a retrouvé du textile à tels endroits. Faites attention lors de la restauration, peut y avoir du textile. Ouais, des choses comme ça. Camille, j'ai vu que tu voulais... Mais pour rebondir à ce que tu disais, Ève, effectivement, j'ai remarqué que dans le domaine de l'archéologie, il y a vraiment un côté plus proche de la matérialité que les historiens de l'art. Les historiens de l'art sont moins proches, effectivement, de la matérialité. Parce que j'ai eu l'exemple j'ai eu l'opportunité de travailler avec le CEPMR, le Centre d'études de peinture murale romaine.
Et effectivement, il y a ce dialogue entre les archéologues et les restaurateurs qui partagent un même bâtiment, qui étudient les mêmes sites. Et il y a vraiment une collaboration entre les deux qui se fait dès le site de fouille, où il y a une collaboration, par exemple, pour la conservation in situ ou pour les prélèvements et les déposes. Il y a vraiment une entraide, par exemple, dès qu'il y a des enduits peints qui sont retrouvés, les archéologues préviennent les restaurateurs, les enduits sont prélevés ensemble, voilà. Ensuite, cette collaboration continue à l'intérieur du laboratoire, où les archéologues font, par exemple, des analyses sur les mortiers, sur les techniques de fabrication, de création des œuvres, et permettent aussi de faire des restitutions en fonction du contexte de fouille, effectivement, de où se situaient les enduits peints, où ils ont été retrouvés, voilà. Et toutes ces informations sont ensuite utilisées par les restaurateurs, déjà pour la restauration ou la conservation curative, et ensuite pour vraiment la restauration, pour remettre sur panneau ces ensembles de peintures, pour les mettre vraiment au bon endroit, pour proposer des reconstitutions, voilà. Donc il y a vraiment une collaboration qui continue encore avec les publications qui sont faites vraiment ensemble, par exemple lors de colloques à la FPMA, l'Association française de peinture murale antique, ou dans d'autres occasions. Voilà. Ouais, c'est vrai que la collaboration est peut-être c'est peut-être plus simple, plus proche. On a pu le voir pour le Corpus Camp, par exemple, où il y avait beaucoup de restaurateurs en archéologie qui participaient à l'événement aussi en collaboration avec les archéologues. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le contexte, c'est vrai que l'emplacement peut être en effet important, mais la nature même des sols aussi, il y a certains sols qui peuvent être très acides, où par exemple il n'y a aucun reste humain qui peut être retrouvé. Et donc là, si on trouve de l'os, oula, attention, quoi, c'est pas n'importe quoi. Donc ouais, il y a ces éléments-là. Et puis tu as dit autre chose aussi sur lequel je voulais rebondir, mais là, ça me... Hélène, oui. Je vais également rebondir sur ce que tu disais, Camille, sur les propositions de reconstitution. Et aussi, je pense que du coup, ça fait un bon parallèle entre la peinture murale et l'archéologie, où je pense que le rapport entre historien et restaurateur est vraiment plus direct, et la peinture de Chevalet, où pour le coup le rapport va être plus distant, mais vraiment nécessaire quand même. Je pense que j'ai un cas quelque part sur une de mes diapos. Voilà. Donc c'est le cas d'une peinture que j'ai pu traiter en stage pendant mes études, où, comme vous le verrez sur la photo tout à gauche, on avait un manque immense dans la peinture. En fait, plus ou moins tout le tiers supérieur de la toile était manquante, elle avait été découpée, et par le passé, au moins 2 siècles plus tôt, et le ciel avait été perdu. On avait quelques éléments d'origine qui nous restaient. Donc c'est la colombe qui est au milieu et les 2 anges que vous voyez à droite et à gauche, c'est des vrais restes qu'on a pu remettre sur le support pendant une intervention de conservation curative. Et évidemment, la région en question nous a dit on ne peut pas exposer le tableau tel quel, parce que le manque est trop grand, on n'arrive pas à lire correctement ce qui se passe dans cette œuvre. Du coup, il va falloir proposer une reconstitution. Et là, comme évidemment, notre objectif, c'est de proposer une interprétation qui serait réversible à l'avenir, il ne s'agit pas d'interpréter à l'aveugle non plus, et donc les travaux, les publications d'historiens, et aussi, je pense qu'un contact plus indirect à travers un conservateur avec des historiens a été vraiment essentiel pour essayer de deviner et de proposer ce qu'il y avait dans ce manque. Donc on avait des indices certains, puisqu'il y avait des restes de pigments autour des morceaux qu'on avait, donc on savait de quelle couleur était le ciel autour de la colombe, autour des différents anges. Des historiens ont pu nous proposer des peintures qui avaient des compositions identiques ou très similaires, donc on a pu utiliser ça pour refermer cette immense lacune et proposer quelque chose qui est réversible, mais qui est certainement pas d'origine, mais qui permet d'apprécier le tableau dans son intégralité.
Et là, c'est vrai que sans historiens, sans dialogue indirect, mais dialogue tout de même, ce travail aurait été virtuellement impossible. Cette dimension du dialogue direct et indirect, je la trouve vraiment intéressante parce que de mon côté, c'est quelque chose qui manque. Mon dialogue avec les conservateurs-restaurateurs, il est via des articles, en fait, via des lectures de publications, et j'ai peu de contacts directs. Et le fait que, Camille, tu aies mentionné des publications en commun entre restaurateurs et archéologues, ça m'interpelle parce que côté histoire de l'art, peinture, ce que je connais un peu mieux, en tout cas en France, c'est beaucoup moins le cas dans les pays anglo-saxons, mais ils ont quand même 2 décennies, on va dire, d'avance sur ces questions-là sur nous. En France, à part des publications comme Techné, où on peut avoir un peu les 2 profils, c'est quand même très rare d'avoir des articles qui sont co-signés par des scientifiques de la conservation et par des historiens de l'art. Je pense que cette différence entre pays anglophones et la France vient déjà du statut du restaurateur dans ces pays-là, où le restaurateur est vraiment, fait partie des institutions. Il a un statut de salarié souvent, et il prend part aux recherches à l'intérieur des institutions sur les collections. Il a des subventions, dans son poste, dans la description de son poste, il y a effectivement de faire des recherches, des publications, voilà. Alors qu'en tant qu'indépendant, en France, pour l'instant je ne le suis pas encore, mais je vais le devenir aussi, en tant qu'indépendant en France, on n'est pas subventionné en général pour faire ces recherches. On le fait sur notre temps libre, on n'est pas payé pour. De même que pour les publications, souvent on n'est pas, sauf si les publications sont rémunérées bien sûr, mais c'est pas souvent le cas. Donc il faut vraiment le vouloir pour publier, et c'est pour ça qu'il y a moins de publications en France. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Camille, et c'est vrai que c'est peut-être le propre de l'archéologie, c'est que les conservateurs-restaurateurs en archéologie, du moins en métal, on est beaucoup en institution. Il y en a assez peu qui travaillent en indépendant sur de l'archéo, surtout sur des ferreux. Et c'est peut-être ça qui fait aussi qu'il peut y avoir des difficultés dans les autres spécialités pour la collaboration. Mais en dehors des publications telles que les articles ou les colloques, il y a une documentation qui est très importante, qui est produite par les conservateurs-restaurateurs. Ce sont les rapports de restauration ou même les études préalables qui permettent déjà de faire des recherches et de publier ce qu'on a compris de l'œuvre. Voilà. Et normalement, ces rapports sont disponibles, sont conservés par les conservateurs-restaurateurs, mais également par les institutions qui ont demandé les constats, les études préalables. Oui, de par expérience, c'est pas toujours évident d'y avoir accès. Et en plus, un des problèmes posés par ces rapports, c'est que, en fonction de la date à laquelle ils ont été réalisés, déjà, ils sont pas forcément signés, donc c'est pas forcément évident de savoir qui a intervenu sur tel ou tel objet. Et puis surtout, il y a aucune... c'est des dossiers où il y a pas de normalisation sur ce qu'il doit y avoir dedans. Donc c'est un peu foutraque, en fait. On peut avoir des dossiers qui sont... où on sait qu'il y a eu une restauration, il y a eu une intervention sur l'œuvre, mais alors laquelle, on ne sait pas, on sait vaguement la date, et d'autres où ça va être très très détaillé avec les devis, combien ça a coûté, et moi des devis, j'en ai trouvé assez peu en fait, alors que ça devrait être conservé systématiquement. Et c'est vrai que de mon côté, c'est aussi un des gros problèmes, l'accès facile, on va dire, à ces documents, au rapport de restauration, à toutes les analyses qui ont été faites, les rapports en cours d'intervention notamment, j'en ai pas trouvé tant que ça, alors que c'est hyper utile. Et je sais que de votre côté, surtout quand vous travaillez en indépendant, l'accès aux informations, c'est aussi, de ce que nous on peut produire, c'est aussi un problème parce que vous n'avez pas forcément
rattachement institutionnel qui vous permet d'avoir accès facilement à des bibliothèques universitaires ou ce genre de choses. Oui, tout à fait. Enfin, je sais que généralement, quand on répond à un projet, on a beaucoup de recherches à faire pour bien comprendre l'œuvre qu'on propose de restaurer, le marché en question, le musée en question, etc. Et au statut d'indépendant, quelquefois, c'est vrai que c'est pas évident de mettre la main sur les informations dont on a besoin parce que les plateformes, on n'y a pas accès. Souvent, c'est vrai qu'on omet de nous dire que des documentations sont disponibles, mais qu'on aurait dû les demander à une personne précise, mais qu'en fait on les a pas. Et du coup, oui, c'est vrai que l'accès à l'information et surtout beaucoup de recherches historiques qui auraient pu être faites sur les œuvres peut nous manquer quand nous on essaie de comprendre les œuvres pour proposer un traitement. Et cette difficulté, c'est une question du coup surtout pour Hélène parce que c'est toi qui es vraiment directement confrontée à ça. Cette difficulté d'accès aux informations, est-ce que tu as des exemples est-ce que ça a pu t'arriver que déjà ça te fasse perdre énormément de temps parce que tu te lances dans un truc et tu te rends compte que en fait c'est pas bon, ou est-ce que ça a pu être même néfaste en quelque sorte à ta restauration ou Alors néfaste à la restauration, non, je pense pas. Après, il y a un cas, je reste très vague. Où la restauration s'est très bien passée, il n'y a pas de problème, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a appris a posteriori des éléments qui auraient vraiment changé notre regard pendant l'étude, pendant le diagnostic. En fait, il s'agissait de peintures où la peinture a été changée, elle a été repeinte par-dessus certains éléments en particulier. Et du coup, on la regardait et on comprenait pas très bien. On se disait, mais là, il y a des éléments qui sont pas très cohérents avec ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Est-ce que non? Et on n'avait pas trop de réponses. Et c'est quand vraiment on a atteint un peu un mur en se disant, mais là, cette peinture ne fait pas sens. On a besoin d'aide. Qu'effectivement, en fait, il y avait des documents ou une mention quelque part qui expliquait qu'effectivement, il y avait une peinture sous la peinture, en quelque sorte, et que, à la suite de cette découverte, on a pu faire réaliser une radio, et que là, effectivement, la peinture en dessous était flagrante. Oui, donc si vous auriez gagné pas mal d'heures de travail. D'heures de travail, je pense pas, mais on aurait réfléchi différemment pendant notre observation, puisqu'on savait que c'était là. Mais bon, ça n'a pas pénalisé la restauration, c'est juste que c'est dommage. Et Adèle, de ton côté, comment ça se passe? Alors, une fois de plus, contrairement à mes camarades, c'est un petit peu différent pour moi. En fait, l'avantage qu'on a aux Archives nationales, c'est que des gens qui étudient le contenu intellectuel et l'histoire des documents qui sont conservés, en fait, on en a dans la maison, c'est les responsables de fond. Donc, en fait, on a des gens sur place qui vont avoir un petit peu ce regard en fait qui va s'intéresser à l'histoire de l'objet, à ses éventuelles évolutions, notamment en fait un point qui est assez important pour nous, c'est tout ce qui va concerner un peu l'historique des propriétaires, parce qu'une archive elle est produite par quelqu'un et avant d'arriver jusqu'aux Archives nationales, parfois en fait elle a tout un parcours, et ce parcours là il est très intéressant pour nous en tant que restaurateurs parce que ça va permettre justement d'expliquer certaines choses qu'on constate. Notamment pour tout ce qui est des lieux de conservation, on observe souvent sur des documents, parmi les altérations les plus fréquentes, il y a tout ce qui va être lié à l'humidité et à l'eau. Et en fait, si on sait que en fait, pendant 50 ans, le truc il a été conservé dans une cave, on comprend beaucoup mieux toutes les altérations d'humidité ou de traces éventuelles, parfois de moisissures qu'on peut trouver sur des documents. On dit, oui, forcément, ça c'est lié à cette période-là de son histoire. Et ça peut nous permettre aussi d'être vigilants sur certains aspects, je pense notamment à tout ce qui est au niveau des encres, parce qu'il faut savoir qu'il y a un type d'encre qui est beaucoup utilisé dans les archives depuis sur plusieurs siècles, qui est en fait des encres qui sont faites à partir de particules métalliques. C'est des encres brunes qu'on voit, je pense que vous en avez tous déjà vu si vous avez vu des documents un petit peu anciens. C'est des encres qui sont brunes et en fait comme elles contiennent des particules métalliques, et que chaque encre est une petite recette que la personne, qui était faite de façon vraiment artisanale, voire par les gens qui écrivaient parfois, les compositions ne sont pas égales en fait. Et ces encres-là, dans de mauvaises conditions de conservation et notamment au-delà d'un certain seuil d'humidité, elles commencent à se corroder. Et ce qui se passe, c'est que quand cette corrosion se déclenche, c'est très difficile de l'arrêter.
on peut la retarder, on peut placer le document dans un bon environnement, mais on peut pas vraiment... Enfin, on a très peu de techniques qui nous permettent d'inverser cette corrosion, en particulier quand l'encre a commencé à vraiment craqueler et en fait à faire des trous en forme de lettres dans un document. Donc si on sait que ce document, il y a des tests assez rapides à faire qui nous permettent de savoir si on a de la présence de particules métalliques ou non dans une encre, mais si on sait que le document il a été conservé pendant plusieurs dizaines d'années dans un environnement humide, on sait qu'on doit être particulièrement vigilant quant à ces encres, parce qu'on sait qu'en fait, à tout moment, on peut avoir un processus de corrosion qui va être un peu dormant et qui pourrait se déclencher si on n'est pas vigilant. Donc ça fait partie des informations qui pour nous sont très importantes. Toute cette histoire voilà, d'évolution des lieux de conservation d'un document, ça peut vraiment, pour nous, orienter notre travail. Oui, ce qui ressort, c'est que comme on a affaire à des objets, c'est très difficile enfin, c'est même pas une bonne idée du tout et contre-productif en fait de séparer très brutalement en fait d'un côté la dimension matérielle de l'objet, son évolution dans le temps et son histoire, et qu'on a vraiment un lien extrêmement fort qui est logique entre ces deux dimensions-là. Et que la tendance qu'on peut avoir à vraiment distinguer les deux et à travailler chacun de notre côté, c'est en fait c'est un peu absurde et c'est quand même quelque chose qui demeure encore assez propre à la France, mine de rien, cet état de fait. Et ma prochaine question donc est dans la suite de ce dont on est en train de parler, sur les contacts que vous pouvez avoir directs, cette fois je précise, avec des historiens, des historiennes de l'art ou des archéologues dans le cadre de vos missions, où déjà on a un peu répondu, mais est-ce que vous en avez ou pas? Si vous en avez pas, comment est-ce qu'on pourrait contrevenir justement à ce manque de travail en commun et de ce manque de relations? Quelles sont vos idées pour le futur? Je peux commencer à répondre. Dans le cadre des institutions et notamment des musées, on est souvent amené à collaborer plutôt avec les conservateurs, qui sont également des chercheurs en histoire de l'art, il faut le dire. Et dans ce cas, on collabore pendant la restauration, notamment pour les prises de décision, pour savoir si on retire des repeints, quel état de l'œuvre on va conserver. Pour la présentation aussi, quel type d'intégration on va choisir, voilà. Ça, c'est le type de réflexion qu'on va avoir avec les conservateurs. On est aussi amené à travailler avec des chercheurs en histoire de l'art qui viennent pour consulter des ouvrages, des œuvres dans les réserves. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à demander à venir dans les réserves parce que elles sont là pour ça, en fait, pas pour conserver pour conserver les œuvres, enfin voilà, mais aussi pour être consultées. Et c'est dommage que les œuvres ne soient pas consultées plus souvent. Elles sont parfois sorties des réserves pour les prêts, et tant mieux, parce que les réserves sont tellement grandes en fait que on peut pas présenter toute la collection. En général, dans le musée, il n'y a pas la place. Donc, il faut vraiment venir consulter les œuvres en réserve. Et dans ce cas-là, par exemple, moi, en tant que restauratrice, je vais rendre l'état de présentation convenable pour que les chercheurs en histoire de l'art puissent au mieux comprendre l'œuvre. Donc, dans ce cas, c'est des poussiérages ou même pour le cas des peintures, on peut décadrer l'œuvre pour regarder les champs les champs, donc les bords du tableau, qui amènent beaucoup d'informations, ou même on peut regarder le revers des œuvres, et il peut vraiment y avoir une discussion entre l'historien de l'art et le restaurateur sur place pour comprendre l'histoire matérielle de l'œuvre. Ça marche quand il y a des restaurateurs sur place. Oui, c'est assez rare, effectivement, qu'il y ait des restaurateurs dans les institutions, mais ça arrive. Je peux continuer sur ce que tu dis, Camille, parce que c'est par rapport aux institutions, mais nous, au CREAM, on est amenés à travailler avec les archéologues, les gestionnaires de collections et les conservateurs de musées. Alors c'est vrai que quand les personnes qui viennent sont assez diverses et elles ne sont pas
forcément spécialistes du sujet qu'elle nous amène en particulier. Néanmoins, généralement, dans les institutions, ils se passent le mot sur les éléments qui peuvent les intéresser, etc. Et c'est vrai que tu parlais du dialogue sur, par exemple, le nettoyage. Nous, c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi. Enfin, je ne sais pas si, Mechtilde, tu peux mettre la diapo où il y a ouais, celle-là. Nous aussi, on a ces questions-là. Là, vous avez à l'écran un élément de garniture de ceinture. Donc la radiographie, l'objet tel qu'il est actuellement, et la photographie sous binoculaire des restes textiles. Et vous pouvez voir que on a une garniture de ceinture avec des décors, mais qu'il y a du reste textile par-dessus. Et là, il y a clairement un choix à faire et il y a un dialogue vraiment à avoir avec les archéologues. Qu'est-ce que vous voulez conserver? Qu'est-ce que vous voulez voir? On peut enlever les restes textiles pour essayer de retrouver les décors. On n'est pas forcément sûr de les retrouver dans un état de conservation acceptable une fois qu'on les aura retirés. On peut aussi laisser les restes textiles. Vous avez la documentation de la radiographie qui vous indique que vous avez des décors. Mais vous ne verrez pas les décors en vrai, quoi. Donc, ouais, il y a beaucoup de... c'est des sujets qui se discutent après avec les archéologues et les conservateurs de musées. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on a à peu près la même problématique au niveau des archives où nous, quand on fait appel, que ce soit pour les restaurations qui sont faites en interne ou celles qui sont externalisées, on a souvent ce genre de questions qui se posent en fait, où, du fait de l'histoire du document, il y a eu une première chose qui a été faite et par la suite on a pu faire quelque chose, on a pu repasser par-dessus, on a pu modifier la disposition d'un document, on a pu faire évoluer en fait sa matérialité et parfois on se retrouve en fait avec la restauration à constater un peu deux états de façon en fait différente de présenter l'objet. Et dans ces cas-là, en fait, on a un peu l'obligation de faire un choix parce qu'on ne pourra pas conserver les deux en même temps. Donc, en fait, nous, dans ces cas-là, on a un recours très simple, qui est qu'on fait appel en fait aux responsables de fond. Ce sont eux qui sont décisionnaires de la présentation en fait des choix qui vont être faits pour la conservation d'un document. Donc, quand on est face à un cas de figure où, par exemple, on a, je sais pas moi, un élément qui est détaché. On a eu le cas sur une prestation récemment, un très beau dessin qui avait été fait avec une retombe en calque, donc un morceau en fait de papier transparent qui avait été collé sur un bord et qui revenait par-dessus, sur lequel il y avait d'autres éléments. Ce morceau de papier transparent était très abîmé, très détaché, et il s'est posé la question, est-ce qu'on le consolide pour le conserver à part, ou est-ce qu'on le laisse accrocher au document au risque qu'il soit du coup plus fragile en fait, parce qu'il faut le manipuler, il faut il faut beaucoup plus effectuer dessus en fait des manipulations et des mouvements qui pourraient abîmer encore plus le papier transparent. Donc on a fait appel à la responsable de fond qui nous a dit pour des questions d'unité intellectuelle en fait et de préserver l'histoire de l'objet, je préférais que cette retombe reste sur le dessin. Et donc là, pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on communique au restaurateur le fait que cette retombe doit rester rattachée à l'objet. Et du coup, là, eux peuvent nous proposer des solutions pour que ça soit fait de façon la plus sécurisée possible, en faisant un doublage du calque avec un renfort, ce qui permet donc de conserver cette unité en fait entre les deux parties. Et ça, c'est des questions, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est des questions qui se posent constamment pour nous parce que on a toujours, les objets ont une histoire et cette histoire, elle leur a fait prendre plein de chemins qui ne peuvent pas être montrés tous en même temps. Donc on a vraiment cette obligation-là. En plus, toi, dans le cadre de ton travail aux archives, il y a la question du lien entre les demandes de consultation qui peuvent être plus ou moins fréquentes sur certains documents et les processus de conservation qui vont résulter derrière. Oui, parce qu'on a un aspect qui est très important aux archives, c'est toutes les questions en fait, qui vont tourner autour de la numérisation. La numérisation, c'est un super outil pour nous parce que en fait, ça nous permet de répondre à beaucoup de demandes de consultation sans manipulation des documents.
Ce qui va être le plus dommageable, enfin un des critères les plus de dommages les plus importants pour un document, ça va être la répétition des manipulations. Vous doutez bien que si vous n'ouvrez jamais un livre, il sera en super état, alors que si vous l'avez consulté tous les jours de votre vie, les pages elles sont usées, il y en a qui s'arrachent, il y en a qui se détachent, voilà, on sollicite en fait matériellement un objet, qui sont en plus souvent des objets articulés. On va tourner des pages, on va modifier, on va tourner un document, on va le manipuler en fait, et tout ça cumulé, ça va contribuer en fait à l'usure et aux dommages que vont subir un document. Donc pour ça, on a un outil qui est très pratique, qui est la numérisation. Donc on réalise une prise de vue du document qu'on souhaite numériser, et en fait on peut donner l'accès à ce document en ligne, donc auprès déjà de toutes les personnes qui souhaitent le consulter, qui n'auraient pas forcément la possibilité ou les moyens de se rendre sur place aux Archives nationales de France. Et en plus de ça, ça nous permet de valoriser en fait, et de diffuser ces documents auprès d'un beaucoup plus large public, et de les préserver en fait, de façon assez efficace, puisque tout le monde peut les consulter leur contenu, sans avoir à les manipuler matériellement. Donc ça, pour nous, c'est très important, sauf que vous doutez bien qu'on ne peut pas tout numériser en une seule journée. Donc en fait, il y a un échelonnage en quelque sorte des numérisations, puisque on avance en fait au rythme de différents projets. Et là où, même si moi personnellement j'ai pas un lien direct avec des chercheurs qui seraient extérieurs aux Archives nationales, quand quelqu'un souhaite faire une consultation de documents, il ne passe pas par nous aux projets transversaux, il passe par les responsables de fonds, il passe par l'accueil des publics, il passe par en fait toutes les personnes qui vont être chargées justement de donner l'accès en fait à ces documents. Et nous, ça a un impact en fait indirect en quelque sorte, c'est que plus un fonds ou un document va recevoir des demandes de consultation nombreuses, plus ça va orienter en fait des choix pour pour proposer des projets en fait de fonds à numériser. Donc en fait indirectement, la demande de consultation et la demande importante de consultation d'un fonds va contribuer à le préserver, dans la mesure où ça va motiver en fait à faire une opération de numérisation qui va souvent passer par une opération avant numérisation de nettoyage, de consolidation, de mise à plat, en fait de travail de la part de conservateurs, restaurateurs, ou de la part des opérations de conservation-restauration ou de conservation curative, qui vont permettre en fait de garantir la lisibilité, l'intégrité physique, la solidité, la résistance en fait matérielle d'un document, parce que même si après la numérisation ils sont très peu touchés, il faut qu'ils puissent survivre en fait entre guillemets à une numérisation. Si on a un document qui est complètement déchiré, vous doutez bien qu'à la première manipulation pour le poser sur un scanner ou pour le prendre en photo, en fait il risque de tomber en morceaux, on risque de perdre des informations. Donc la forte consultation d'un document peut contribuer à, on va dire, son usure, mais à partir du moment où on a la numérisation qui rentre en compte, la forte demande de consultation va motiver la numérisation qui va du coup contribuer à moins manipuler un document. Donc à mieux le conserver. Exactement. Je voulais rebondir à ce que tu disais, parce que tu disais que la demande de consultation permettait de faire des restaurations. Mais finalement, dans les musées, pour le cas des peintures, c'est un petit peu la même chose. Les demandes de prêt permettent souvent de faire des restaurations avant les prêts pour garantir leur bon état pendant le transport et pendant l'exposition. C'est le cas, par exemple, pour un tableau que le château a prêté, voilà, celui-ci, pour une exposition qui a commencé cette semaine d'ailleurs. Si vous voulez aller la voir, c'est à Malmaison. Je fais une petite pub. C'est un tableau qui était en soi en très bon état de présentation, mais l'état de conservation laissait un petit peu à désirer, parce que c'est un rentoilage donc c'est une toile de renfort qui est collée au revers de la toile originale pour la renforcer. Et ici, l'adhérence entre les deux toiles n'était pas optimale. Il y avait vraiment des décollements sur les bords. Et donc, cette demande de prêt a permis d'intervenir sur cette œuvre en faisant une consolidation du rentoilage et en mettant un dos protecteur. Voilà. Donc, les demandes de prêt permettent également d'intervenir sur les œuvres pour garantir leur bonne conservation. Moi, c'est quelque chose que je constate assez souvent, c'est que dans mon corpus de thèse, il y a Giotto,
et plein de peintres qui sont beaucoup moins connus. Et forcément, les œuvres qui sont le plus étudiées et le plus restaurées, ça fait un peu écho au thème du colloque dans l'auditorium, sur la question du canon en histoire de l'art. Les œuvres qui sont le moins restaurées, à part en Italie, où ils peuvent avoir une politique de restauration assez élargie, ce sont les œuvres des peintres les moins connus. Et moi, ça me pose des problèmes au niveau scientifique, parce que du coup, ça veut dire que je peux pas faire d'analyse générale sur les matériaux sur un siècle, parce que j'ai des données qui sont... C'est hyper représenté pour Giotto et très peu pour, je sais pas, Jacopo di Cione, par exemple. Mais c'est effectivement un problème, pardon, je termine juste. C'est effectivement un problème, c'est que souvent ce sont les mêmes œuvres qui sont prêtées pour les expositions parce qu'elles sont vues sur les catalogues. Du coup, les historiens de l'art regardent les catalogues d'expositions précédentes pour choisir les œuvres qui seront dans les prochaines expositions. Alors qu'il faut vraiment regarder dans les catalogues de toutes les collections, par exemple sur des bases de données comme la base Joconde, la base Pop, ou même sur les bases de données des musées, qui sont encore plus complètes, pour voir vraiment le fond, les œuvres qui sont moins présentées. Et dans ce cas, ça permettra de financer des restaurations, quoi. C'est vrai que je rebondis aussi sur ce que tu disais, Mechtil, c'est une très légère digression par rapport à la restauration, mais pour le mémoire que je faisais du coup en master, il y a pas si longtemps finalement, j'étudiais l'altération d'un pigment en particulier sur des peintures du 19e siècle. Et sans surprise, c'est vrai que rares sont les peintures dans l'ensemble des peintures que nous possédons qui ont bénéficié d'analyses et sur lesquelles on peut être certain que certains pigments vont être présents. Du coup, je me retrouvais à avoir un corpus d'œuvres qui sont quand même des œuvres extrêmement prestigieuses que je ne pouvais donc pas approcher, puisque c'est sur ces œuvres d'artistes extrêmement connus qu'on aura fait des analyses et qu'on peut être certain que ces pigments vont être présents dans le film peint. Du coup, voilà, d'un côté, beaucoup d'informations, mais sur des œuvres qu'on ne peut pas approcher du fait de leur prestige. Mais c'est du fait de leur prestige qu'elles ont été analysées. Du coup, c'est compliqué. C'est super intéressant ce que vous dites, parce qu'en archéo, on constate... il y a deux choses. On peut constater ce phénomène dans le contexte muséal, c'est-à-dire qu'il y a un peu la starification de certains objets archéo. Je pense à des objets de parure, des épées avec des décors, des choses, des objets qui proviennent d'une classe sociale finalement assez élevée. Et donc ça, c'est des objets que les musées aiment bien présenter généralement. Et du côté des archéologues, on va plus avoir cette idée que c'est l'étude qui est la plus importante. Et puis il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont pour obligation de stabiliser tout leur matériel archéologique. Donc tout ce qui va être ferreux, par exemple. Donc c'est-à-dire qu'on peut se retrouver, alors on ne parle pas de restauration, on parle de dégagement pour études, mais on peut se retrouver avec des objets du quotidien, de l'outillage, de la vaisselle, des choses qui sont dans l'idéologie moins prestigieuse, mais que finalement on va pouvoir aussi dégager, mettre en avant, et ça c'est intéressant. Par contre, pour ce qui est de la présentation, on en est. Les musées sont plus réticents à présenter ce genre de collection. Ouais. Et j'aimerais passer, après cette discussion, à ma dernière question, qui va aussi permettre d'ouvrir un peu la parole à la salle. On a bien vu qu'un dialogue entre nos professions ne peut être que désirable et aboutir à des résultats fructueux. Et parmi les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les obstacles, un des obstacles qui existerait sur le fait qu'on ait peu de contacts ne trouverait pas son origine dès en fait le moment de nos formations. En lisant un article du coup de plusieurs spécialistes de l'histoire des techniques et des sciences de la conservation qui date de 2005, vous constatez que la plupart des citations que je vous ai montrées sont d'une part
proviennent de professionnels américains, et puis surtout remontent à la fin des années 90 et début des années 2000. Et c'est des articles qui ont fait date, donc c'est pour vous montrer un peu le retard qu'on peut avoir pris en France sur ces questions-là. Et donc, en gros, une des intervenantes dans la discussion qui est retranscrite ici disait dans les années 30 ou 40, l'effort était fait dans des lieux comme Harvard ou d'autres grandes institutions d'enseigner aux étudiants les matériaux et les techniques employés par les artistes. Donc elle parle dans un contexte d'enseignement en histoire de l'art. Au fil du temps, j'ai vu cette tendance toucher à sa fin. De nos jours, les étudiants en histoire de l'art ne regardent presque jamais les objets. Tout se fait à travers des diapositives ou l'écran d'un ordinateur. Rien dans leur parcours ne les éveille à l'importance des matériaux, à l'importance des techniques. Et je crois qu'aujourd'hui, en France, un des seuls lieux où on a vraiment des cours devant les œuvres, c'est l'école du Louvre. Ailleurs, c'est très rare, en fait, parce que c'est compliqué d'organiser des visites dans des musées, etc. Et donc, c'est vrai que de l'expérience que j'ai en cours, on a très peu de formation aux techniques artistiques en elles-mêmes. Et puis surtout, oui, on travaille... on a cette image de la peinture super plate parce qu'on travaille à partir de diapos, à partir de photographies, etc. Et est-ce que vous, de votre côté, c'est aussi un constat que vous observez, cette manque d'interdisciplinarité en fait dès le départ dans nos formations? Alors, je dirais que effectivement, quand on étudie en histoire de l'art, parce qu'on a quand même, nous en tant que conservateurs, restaurateurs, on a eu une formation aussi en histoire de l'art. Personnellement, j'ai commencé à la fac de Nantes et je dirais qu'effectivement, c'est compliqué d'étudier des peintures ou des œuvres d'art à partir de photos projetées sur des écrans. Déjà, on se rend pas compte de la dimension des œuvres, on se rend pas compte de la matérialité. Un tableau, par exemple, c'est pas un objet en 2D, c'est un objet en 3D. Il n'y a pas que la surface peinte, il y a aussi tout le support qui souvent n'est pas présenté. Il faut regarder le revers aussi des toiles, ça apporte beaucoup d'informations. Et cette approche de la matérialité est rendue encore plus difficile dans les universités de province, comme disait le directeur de l'INHA ce matin dans la cérémonie d'ouverture, dans la conférence d'ouverture. En fait, dans les facs de province, on a moins accès aux œuvres d'art, par exemple au Louvre ou dans d'autres grosses institutions parisiennes, quoi. Ici, on est vraiment privilégié à Paris, on peut accéder à tout ce large panel d'œuvres d'art. Pour revenir ensuite à la question de la formation des conservateurs-restaurateurs, on a la chance donc d'avoir une formation assez complète, dans le sens où on a à la fois une formation en histoire de l'art, tout d'abord, ensuite en conservation-restauration, avec tout ce qui est théorie, déontologie, pratique aussi, c'est très important. Et effectivement, il y a aussi le côté scientifique. Par contre, il faut préciser qu'on n'est pas nous-mêmes des scientifiques. On aborde le côté scientifique grâce à des connaissances de base. On est sensibilisé à certains domaines qui touchent vraiment les œuvres qu'on étudie. Mais nous ne sommes pas spécialistes. C'est pourquoi il faut vraiment une collaboration avec tous ces professionnels, autant historiens de l'art que scientifiques. Quand je dis scientifique, c'est sciences dures. Chimistes et physiciens. Chimistes et physiciens. Je dis pas que les historiens de l'art ne sont pas scientifiques, c'est le cas, bien sûr. Je pense que sous ce prisme-là, de par votre formation et vos activités, vous êtes sans doute la profession qui est le plus à même justement de créer ce lien entre les chimistes, les physiciens dans leur laboratoire, qui souvent en fait sont pas forcément au fait on leur envoie des échantillons en leur demandant de les analyser avec une problématique très précise derrière, ou alors on leur envoie des tableaux ou des objets avec vraiment ils ont une question à laquelle il faut qu'ils répondent, question qui n'apparaît pas forcément dans les dossiers d'œuvres d'ailleurs, ce qui est un peu un problème pour la question de la fiabilité des données qu'on récupère de notre côté historien de l'art. Mais et du coup, le lien entre ces scientifiques et les sciences humaines de l'autre côté avec l'historien de l'art, parce que vous avez aussi cette approche un peu plus historienne, on va dire, notamment en iconographie ou ce genre de choses. Pour ouvrir un peu la discussion à la salle, déjà, j'aimerais savoir si vous, dans le cadre de vos formations, vous avez eu justement cette
cette initiation, on va dire, à la matérialité des œuvres, aux questions des techniques artistiques, de la science des matériaux, ou c'est quelque chose qui est complètement passé, ou alors passé sous silence, ou alors très peu abordé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... Il est peut-être pas allumé. Si, c'est bon, excusez-moi, merci. Bonjour. Oui, moi de mon côté, j'ai fait mes études à l'école du Louvre, donc les œuvres, on les a vues, c'est très bien. Mais justement, je voulais vous... Et donc on est aussi sensibilisé aux matières, et moi ce que j'aime beaucoup, matières techniques, avec les fameux cours de technique de création, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais je voulais vous demander aussi si vous, en interne, est-ce que vous avez justement une collaboration, par exemple, avec les conservateurs, les médiateurs, etc. Puisque par exemple, on voit souvent en musée, si on veut s'attacher aux matières des œuvres, on a souvent des matières erronées sur les cartels. Je vois par exemple dans les matières archéo, quand on aborde les pierres, on peut avoir basalte alors que c'est du diorite, et puis sur la base Joconde, on va avoir diorite alors que c'était marqué basalte sur le cartel en salle. Donc ça, c'est des petits problèmes que moi je remarque assez régulièrement en musée et dans les matières archéo, parce que finalement on s'habitue à une référence visuelle d'une pierre en sachant pas réellement finalement ce que c'est. Et donc on réapplique un peu toujours la même chose en disant bah, c'est du basalte, mais en réalité on sait pas forcément vraiment ce que c'est. Je pense que c'est pour toi. Ah, c'est pour moi je sais tu veux. Oui, effectivement, mais moi aussi j'ai remarqué que sur les cartels, les informations n'étaient pas toujours correctes. Mais même pour les peintures, en fait, oui. Parce que je suis tombée des fois récemment d'ailleurs, sur une peinture qui, au premier abord, semblait être peinte sur toile tendue sur châssis, alors qu'en fait, c'est bien une peinture sur toile, mais qui a ensuite été marouflée sur un contreplaqué, avec une toile qui a été collée au revers et un faux châssis qui a été collé en plus au revers. Donc c'était vraiment imitation toile tendue sur châssis et pas du tout. Et en fait ça, on s'en rend pas compte et même les conservateurs parfois ne le voient pas et c'est hallucinant. Et en fait c'est vraiment notre rôle de signaler ces erreurs et après est-ce que c'est corrigé? Pas toujours, mais on peut effectivement le signaler pour que ce soit corrigé sur les bases de données. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus finalement, mais après, en général, les informations sont correctes dans les rapports de restauration et les constats, voilà. Donc il faut pousser un peu plus loin la recherche et aller voir les rapports. Après, c'est vrai que je pense que pour rebondir sur ce que disait Mechtil tout à l'heure, nos rapports sont malheureusement pas toujours facilement accessibles. Voire si vous consultez le cartel ou la page d'une œuvre sur le site d'un musée, ils vont même pas forcément vous préciser si l'œuvre a été restaurée récemment, si les photos que vous voyez sur le site sont d'actualité ou pas du tout, et si un rapport est disponible si vous contactez le musée. Donc c'est vrai que quelquefois on se dit c'est bête, on a produit ce rapport, mais il sera peut-être pas trouvé par des gens qui en ont besoin. Et donc voilà. Mais d'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez consulter les rapports de restauration, vous devez sûrement connaître la base EROS du C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Pour l'instant, il n'est disponible qu'en interne, il faut se déplacer au C2RMF pour le consulter. Mais lors d'une conférence il y a peu, il a été annoncé que la base EROS serait bientôt disponible pour tout le monde, qu'elle serait accessible sur Internet. Et donc on espère que ce sera bientôt. C'est très très attendu. Ouais, moi je voulais ajouter à la question sur les matériaux. C'est vrai que, alors pour ce qui est des cartels, oui, il y a sans doute des erreurs parfois, mais parfois nous, pendant la restauration aussi, on est aussi dans le doute. On ne sait pas forcément ce qu'on a sous les yeux. Parfois c'est très compliqué on parlait juste avant, nous ça nous arrive de retrouver des surfaces sur des bronzes par exemple qui sont légèrement dorées, mais est-ce que c'est de l'or ou est-ce que c'est du laiton? Et parfois c'est tellement dégradé que nous-mêmes on n'est pas en mesure de le savoir. Et ça, pour le savoir, il faudrait faire des analyses complémentaires, mais voilà, on ne le fait pas forcément, ça dépend du type d'objet. Donc ouais, parfois aussi, on peut nous-mêmes douter de la nature du matériau. Je redonne la parole à la salle. S'il y a...
Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, je travaille sur des objets médiévaux, donc des pierres tombales, qui sont très délaissées. Très peu d'intérêt est porté à ces objets. Et j'aimerais savoir si vous avez des conseils, comment alerter et qui alerter pour la conservation de ces objets qui est parfois très mauvaise. Par exemple, des pierres tombales sont stockées à l'extérieur, c'est très souvent le cas. Ou alors, j'ai un exemple d'un musée qui a construit une cloison sur les pierres tombales. Elles sont maintenant inaccessibles. Donc, sous quelle forme et qui alerter pour la conservation de ces objets? Alors, pour celles qui sont en musée, j'ai pas vraiment de réponse. J'imagine que ça dépendrait du musée en question et de pourquoi ils ont fait ce réaménagement particulier. Après, pour ce qui est en extérieur, je sais que beaucoup de projets de restauration sont lancés par la DRAC, du coup, enfin, je me souviens plus de l'acronyme. Direction régionale des affaires culturelles. Exactement. Et j'imagine que donc, si vous voyez un site où il y a un peu une question, voire l'alerte est peut-être urgente, j'imagine que c'est peut-être la DRAC qui pourrait recueillir cette demande, voire à la suite de ça, ouvrir la possibilité d'un projet de restauration par la suite. Du moins, j'espère. Je n'ai rien à ajouter sur cette question. Bonjour, merci beaucoup. Moi, en tout cas, ça m'a passionné vos interventions parce que alors moi, je suis conservatrice du patrimoine et donc cette question du lien entre histoire de l'art et restauration, c'est une question que je me pose tout le temps. En fait, c'est plus une réflexion, mais je me disais qu'en effet, toute la question de la matérialité de l'œuvre et notamment de l'historique des restaurations précédentes, quand on arrive à le retracer, c'est quelque chose qui est fondamental quand on veut entreprendre une nouvelle restauration. Et c'est une information qu'on a souvent qu'il faut aller chercher, en fait, qu'on ne trouve pas d'emblée, alors que pourtant, c'est une information qu'on aurait pu imaginer retrouver, par exemple, dans les catalogues, où on a en général les informations matérielles de base, on a l'historique des propriétaires, mais on n'a jamais, on a rarement en tout cas, et sauf peut-être dans des techniques comme le vitrail, on a rarement l'historique matériel de l'œuvre. Et pourtant, en vous écoutant en tout cas, je me disais que c'était pourtant une information qui était importante et qu'il était dommage de ne pas trouver de manière plus accessible parce que ça obligerait à regarder un peu différemment les œuvres en fait, non pas comme, ne plus les regarder en pensant que leur apparence première visuelle est une évidence, mais en se posant la question de justement ce que ces différentes restaurations ont pu modifier peut-être dans l'œuvre. Je ne sais pas si ça rejoint des réflexions que vous êtes peut-être faites aussi dans votre travail. Concernant ce que vous dites, j'irais même plus loin, au-delà de la restauration, cette question des différentes étapes de la vie d'une œuvre, c'est quelque chose effectivement auquel on ne pense pas forcément, mais on se rend compte que même en l'absence de restauration, l'œuvre telle qu'on la voit, c'est quasi systématique, ça n'est pas l'état dans lequel elle a été créée, que ce soit à cause du passage du temps ou avec des repeints successifs, avec tout ce qui va être pour les peintures, l'histoire des vernis qui ont pendant longtemps été appliqués couche après couche ou qui ont parfois été nettoyés, remis. Donc en fait, effectivement, on peut se poser la question, mais je pense qu'il serait juste de se la poser en fait à chaque fois qu'on regarde une œuvre, se demander quelles ont été, se dire qu'il y a pu avoir plusieurs étapes dans son évolution et justement se poser la question de est-ce qu'on peut repérer des éléments qui seraient caractéristiques d'une certaine époque ou d'une autre, se poser justement cette question. C'est vrai que nous, quand on regarde bizarrement les tableaux, c'est souvent ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir est-ce qu'il y a des choses qui semblent plus récentes que d'autres, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être le fruit d'une évolution, d'un repeint ou juste d'une dégradation naturelle de la matière. Et c'est vrai que c'est des questions intéressantes auxquelles on ne pense pas souvent parce qu'on se dit que naturellement l'œuvre telle qu'on la voit en fait on se demande pas si elle a été autrement avant. C'est des questions qu'on avait abordées lors de la première édition de Rotonde. On avait organisé avec Léa qui est juste là une table ronde sur un pigment peut-il en cacher un autre et où en tout cas dans ce que j'avais présenté moi on avait essayé de donner un peu les tips en quelque sorte de
première approche matérielle d'une œuvre d'art, qu'est-ce qu'on peut voir déjà directement avec un regard un peu entraîné. Et en fait, on se rend compte avec un peu de pratique que il y a plein de choses qu'on peut voir si on a l'habitude, si on sait regarder, et si on a l'habitude de voir un peu souvent le même type d'œuvre. On peut déjà dire ah bah ça, le petit truc bizarre ici, c'est sans doute un repeint. Et ce que je racontais tout à l'heure de regarder les tableaux de manière un peu bizarre aussi, comme ça, pour avoir un effet lumière rasante, mine de rien, on voit pas mal de choses aussi comme ça, même si les gardiens de salle sont pas forcément très contents parce que je suis trop proche des tableaux. Mais oui, il y a plein de choses à voir avec un minimum de formation, et c'est des choses qu'on nous apprend très peu. Et je vous rejoins tout à fait sur cette absence dans les catalogues de mention de l'histoire matérielle des œuvres. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que même des fois dans des articles ou dans des essais, quand il y a une mention d'une restauration, c'est juste une note de page en disant le tableau a été restauré, et on n'a pas la date, le nom du restaurateur, qu'est-ce qui a été fait, alors que c'est des informations qui sont absolument fondamentales. Ouais, c'est quelque chose qui est assez dommageable finalement. Et il y a peut-être aussi le problème de qui doit conserver ça, dans quelles conditions. Et effectivement, comme ce que tu disais, Mechtilde, tout à l'heure, il n'y a pas de normes. Donc c'est assez compliqué, et c'est dommage à la fois pour les conservateurs de musées, mais aussi pour les restaurateurs, parce que nous, ça nous est arrivé, là récemment, on a une météorite du musée des Confluences qu'on a dû traiter. On sait qu'il y a d'autres météorites qui ont été traitées, mais on ne sait pas comment. Et ça, pour la cohérence de traitement entre les éléments, ça peut être un souci aussi. Ouais, c'est dommage. Et encore aujourd'hui, dans notre formation, on nous apprend quand même à normaliser nos constats, nos rapports, voilà. Mais c'est assez récent finalement, parce que quand on regarde, par exemple, dans les archives du C2RMF, les rapports d'intervention, ils sont effectivement très sommaires, et parfois ils sont même pas écrits par les restaurateurs, mais par des conservateurs qui travaillent dans le C2RMF. Du coup, l'information n'est même pas directe. Et c'est vrai que c'est dommage que les rapports n'aient pas été écrits. N'est pas été plus complet plus tôt et écrit par des restaurateurs, mais aujourd'hui, normalement, c'est en train de changer, quoi. Ouais, puis il y a quelque chose de l'ordre du détail aussi, du rapport. Il y a en effet des rapports qui sont très succincts, d'autres qui sont plus précis, et il y a encore certains restaurateurs qui jugent qu'il y a certains éléments qui doivent rester de l'ordre du secret d'atelier. Donc, ouais, je pense qu'il faut que les mentalités changent un peu aussi sur ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que pour reprendre du coup votre question, je pense que ce qui serait pratique pour nous et pour vous, en fait, pour nous tous, c'est que quand on demande le dossier d'une œuvre, qu'on ait accès à vraiment l'intégralité de la documentation liée à cette œuvre, que ce soit des études iconographiques qui ont été faites, comme des demandes d'analyse, comme des rapports de différentes restaurations, tout en un même endroit. Parce que même nous, c'est vrai que on peut avoir quelques éléments numériques, ainsi que un vieux papier d'un rapport de restauration des années 70 tapé à la machine qui fait 2 lignes de long. Et là, on a quand même une documentation qui est très lacunaire pour faire notre travail. Donc je pense que là, on est tous dans la même situation par rapport à ça. Il y a quand même des endroits où j'ai pu consulter quelques dossiers d'œuvres exemplaires, on va dire, avec vraiment tout le travail de sourcing, on va dire, de toutes les analyses iconographiques, de tout ce qui a été publié sur l'œuvre, et puis tout le dossier de restauration, des différentes restaurations qui suivent derrière. Et c'est vrai que ça donne d'un coup une épaisseur aux objets qui est assez extraordinaire. Et parce que on se rend compte que les objets sur lesquels on travaille, qu'on peut tendance à avoir à limiter, on va dire, sur la période chronologique à laquelle on s'intéresse, donc pour moi la fin du Moyen-Âge, en fait ils ont une histoire qui ne s'est jamais arrêtée, et cette histoire-là, on peut souvent avoir tendance, quand on s'intéresse à un point très précis, comme ce qu'on fait quand on est chercheur, on peut avoir tendance un peu à l'ignorer, ou alors à la mettre de côté, parce que c'est pas l'aspect fondamental de nos recherches. Alors que savoir qu'un panneau, surtout quand on travaille sur la couleur, un panneau qui a été fait à la fin du XIVe siècle a été repeint pour être plus au goût du jour au XVIe siècle, et puis ensuite verni, déverni, ça change
pas mal de choses sur la manière dont on va lire l'image. Si je peux me permettre de revenir sur tout ce qui est dossier d'œuvres, j'ai 2 questions. La première, c'était lié à ce que l'une d'entre vous avait dit sur l'expérience que vous vivez au moment de la restauration. Vous voyez certaines choses qu'on ne verra plus une fois que la restauration est achevée. Comment vous pouvez mettre ça par écrit? Comment vous pouvez en témoigner? Et du coup, ça va être lié à ma deuxième question. J'ai beaucoup consulté les dossiers d'œuvres au C2RMF. Les dossiers sont incroyablement courts, succincts. Est-ce que vous avez des propres archives? Est-ce que vous comptez les verser quelque part après? Parce que c'est pas possible qu'une restauration d'œuvre qui ait duré 8 mois soit résumée en 6 pages. Enfin, vous avez toutes ces expériences que vous avez vécues. La plupart du temps, on a quelques photographies, et notamment dans le cas de repeints qu'on enlève. Enfin, il y a certains dossiers, on se retrouve avec les 3 images, les 3 premiers repeints, ensuite 2 repeints, ensuite 1 repeint. Enfin, il y a certainement plus de données. Est-ce que c'est vous qui les conservez? Comment vous projetez en fait comment ce serait possible de penser y donner accès à des chercheurs en fait? Alors, je vais tenter de répondre. Après, c'est vrai que mon expérience est maigre pour l'instant. Mais en fait, généralement, déjà, plus le temps passe, plus je pense que nos rapports deviennent de plus en plus fournis, de plus en plus documentés. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, quand on consulte des rapports d'il y a 15, 20, 30 ans, le niveau de détail, évidemment, la photographie numérique a quand même changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut documenter vraiment visuellement et textuellement chaque étape de notre intervention, ce qu'on pouvait difficilement faire avant. Après, pour ce qui est d'un travail mené en accord avec des institutions, généralement, le deal, la manière dont ça marche, c'est que nous, on rédige un rapport à l'issue de la restauration qu'on transmet à cette institution. Et c'est eux qui, en fait, ce rapport leur appartient en quelque sorte, est censé suivre l'objet, et c'est à eux de décider s'il est diffusé, s'il est publié, s'il est utilisé pour des publications ou gardé. Donc, c'est vrai qu'on revient peut-être au fait que dans certaines spécialités plus que d'autres, on est indépendant, parce que ça veut dire que notre travail aussi passe par des intermédiaires avant de vous atteindre. Donc, peut-être que quelquefois, il ne vous atteint même pas. Mais, ou bien peut-être qu'effectivement à l'avenir, avec la publication de cette base de données, nos rapports seront vraiment directement accessibles par vous, et là ça pourra quand même changer beaucoup de choses, je pense. En fait, quand je parlais d'archives personnelles, je pensais aussi à vos questionnements propres avant de les soumettre, parce que souvent on arrive vraiment à la décision finale, donc on a enlevé ça parce qu'on s'est posé cette question, mais j'imagine que tout votre parcours, tous les questionnements qui sont arrivés à vous et que vous vous êtes posés, vous avez certainement dû les noter quelque part. Oui, c'est sûr. On prend des notes. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des réunions, parce que notamment quand on a des questions et que ces questions pourraient influencer la direction que va prendre la restauration, on ne prend pas cette décision seul. On en parle avec des conservateurs, avec les personnes des institutions d'où viennent les œuvres. Mais c'est vrai que tous ces moments d'échange, généralement oraux, se font pendant des réunions. Et selon si oui ou non ces réunions sont retranscrites et rajoutées au rapport ou au dossier d'œuvre, c'est vrai que ces informations peuvent être perdues du coup. Oui, ça dépend vraiment aussi du restaurateur et du point de vue qu'on a. Où parfois, on a beau essayer d'être le plus détaillé possible, il y a certains éléments qui nous échappent. Et c'est quand on a un regard de l'extérieur et qu'on a une question, qu'on se dit « Ah oui, si, j'ai vu ça, mais c'est vrai, j'ai pas forcément pensé à le noter. » Pour ce qui est des réflexions, personnellement, moi j'essaie de le noter, même si c'est pas toujours simple. On a eu le cas de la restauration d'un plat en étain. Est-ce que c'était vraiment de l'étain? Bon, voilà, il y avait plein de questions par rapport à ce qui ont pu être vu. Mais oui, c'est assez propre à chaque restaurateur. Je sais que moi, je ne fais pas de la même manière que mon collègue, alors qu'on travaille dans le même centre. Alors pour ce qui est par contre de l'archive, c'est vrai qu'en institution, peut-être que c'est plus simple, en tout cas de nous retrouver si on a fait une restauration. Et on a des archives qui datent des années 60, 50, 60. Et il y a encore, on nous contacte encore de temps en temps
Pour des questions, alors généralement c'est plus au niveau de la présence des objets. Oui, on vous a bien rendu les objets, la balle est dans votre camp, mais oui, ça peut arriver pour de la restauration aussi. J'ai une question liée à ça qui est peut-être plus pour Hélène du coup, mais le fait que déjà ces rapports soient parfois assez succinct, ça tient au fait aussi que j'imagine que en fait ça prend du temps et le temps c'est de l'argent et quand on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas forcément le temps de se consacrer à ces rapports. Et ensuite, autre question, quand vous travaillez en indépendant, vous travaillez beaucoup au début en sous-traitance et ça c'est des choses qui apparaissent pas du tout dans les rapports, ou alors très peu. En tout cas, j'ai rarement vu la mention, alors que ça pourrait donner des éléments intéressants. Est-ce que du coup, tout ce que tu vas faire dans le cadre d'une sous-traitance, ça va être conservé de la même manière? Enfin, est-ce que ça va remonter au conservateur-restaurateur qui t'a engagé pour la sous-traitance avant de remonter ensuite au particulier ou à l'institution? Alors, je pense que la réponse rapide, c'est ça dépend, malheureusement. Il y a beaucoup de variations selon le type de projet, le type d'œuvre et la taille de l'équipe, déjà, par exemple, parce que c'est vrai que sur certains projets de peinture murale, par exemple, à l'échelle d'un édifice, on peut être 40 sur le chantier. Donc, forcément, on ne va pas pouvoir tous donner toutes les informations qu'on a. Après, pour revenir à la question du début sur, je pense, le format du rapport, c'est sûr que malheureusement, du fait qu'on soit en indépendance et que ce soit des prestations qu'on chiffre, et suite à un budget qu'on nous donne, ça nous limite un peu dans le temps qu'on peut passer quelquefois sur le rapport. Après, c'est vrai quelquefois aussi, on nous donne des consignes précises sur le rapport, sur sa taille déjà, le nombre d'images, la place accordée à chaque différente spécialité, parce qu'il va y avoir, dans le cas d'une peinture sur bois par exemple, un rapport commun pour le restaurateur qui s'est occupé du support bois, le restaurateur qui s'est occupé de la couche picturale, le restaurateur de cadre et celui de la dorure. Et donc si on nous dit vous avez 40 pages en tout et pour tout pour l'œuvre, si on a tous beaucoup d'observations à faire, malheureusement on peut se retrouver très limité. Et c'est vrai que quelquefois, je pense que de manière globale, on peut admettre qu'on passe beaucoup plus de temps sur le rapport que le temps qu'on est payé à faire à ce rapport. Mais forcément, c'est un frein au niveau de détail qu'on peut atteindre parce que on a d'autres boulots à côté. Ouais, puis j'imagine que ça dépend de la nature du travail aussi. Je sais pas vous, peut-être plus Adèle, mais nous, c'est par rapport à la quantité parfois. On a des lots d'une centaine d'objets, voire milliers pour toi, ouais. Et parfois, c'est des opérations qui peuvent être très répétitives et où c'est quasiment, je dis quasiment parce que il y a des petites variations, hein, mais c'est quasiment la même chose. Donc sur un lot je pense à des dépôts de bronzier où à la fin, on se retrouve avec 150 objets et le temps qu'on passe à faire le rapport est plus long que le temps qu'on a passé sur l'objet. Et on a fait quasiment la même chose sur tous. Parfois, oui, les rapports peuvent être assez succincts parce qu'il faut enchaîner, quoi. J'imagine que quand on fait du dépoussiérage sur des milliers de documents, on ne va pas noter précisément ce qu'on fait. Oui, exactement. En fait, que ce soit du dépoussiérage ou même des opérations de consolidation, de mise à plat, en général, on va faire un rapport global où on en fait quand on intervient, ou on en demande dans mon cas où je fais intervenir des gens. Mais c'est vrai que nous-mêmes, aux archives, on limite aussi la taille du rapport parce qu'en fait, on sait, quand on confie un fonds, on sait en fait que la diversité des opérations, elle va avoir rapidement ses limites. Donc, quelque part, comment dire, ce que tu disais sur le temps passé à faire le rapport, qui est plus long que le temps passé à intervenir ou le temps passé à être payé dessus, nous, on essaye justement aux archives de cadrer un peu ça pour être capable de payer de façon juste en fait le temps passé sur le rapport en disant nous on vous demande tant de pages, on vous demande tant d'images et à partir de là vous savez d'avance ce que vous devez produire. Donc
vous savez combien de temps vous devez y consacrer pour que ce soit rentable pour vous et que nous, on ait les informations dont on a besoin. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on essaie de faire attention. Mais c'est vrai que, de toute façon, un rapport de restauration en art graphique et livre, particulièrement dans le cas de l'IAS, qui sont des ensembles de parfois plusieurs milliers de documents, on ne fait pas ni un constat à la pièce, ni un rapport de restauration à la pièce, parce que sinon, en fait, on y passerait 50 ans. Vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas humainement possible de demander ça, et surtout, ça n'aurait pas d'intérêt. Parce que les opérations qu'on demande ou qu'on attend sur par exemple, des liasses de papier qui vont avoir été endommagées, on a des déchirures, on a éventuellement des lacunes, on va avoir des déformations, des plis, des froissures, des gondolements. Éventuellement, on va avoir un dommage qui va être lié à un dégât des eaux, on peut avoir des problèmes sur de l'encre. Et en fait, là, j'ai fait à peu près le tour en fait, de ce qu'on peut trouver. Donc en fait, on demande un rapport global pour donner en fait, les opérations principales qui ont été effectuées. Et à côté de ça, on laisse la possibilité, bien sûr, de faire des points un peu plus détaillés sur des opérations qui auraient été plus particulières. Et évidemment, ça dépend aussi du fond et de la nature des opérations nécessaires par rapport au support. Si on va avoir des fonds avec des supports particuliers comme des calques ou parfois des papiers marouflés sur toile, ça peut arriver. Évidemment, là, on va demander un niveau de détail un petit peu plus poussé sur la structure, sur les opérations qui ont été menées, parce que justement, c'est des opérations qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a d'habitude. Mais c'est vrai qu'on ne demande pas un rapport non plus ultra détaillé pour chaque objet, parce que ce serait inhumain à lire et à écrire et même juste à penser, en fait, parce que c'est une telle masse avec tellement justement d'opérations qui sont les mêmes d'un document à l'autre que ça n'aurait en fait même pas d'intérêt pour nous de demander quelque chose d'aussi précis. Ce qu'on a, nous, comme outil à côté, c'est qu'en plus du rapport, on a des outils de suivi où on va avoir, par exemple, sous forme de tableur ou sous forme de liste, en fait, un dénombrement du nombre d'items qui sont contenus, par exemple, dans une liasse, et savoir à peu près, en fait, nous, on fait ça dans notre évaluation préliminaire, évaluer parmi cet ensemble, combien d'items nécessitent un traitement. Et ces outils-là, en fait, on les passe à nos prestataires pour qu'eux-mêmes réalisent un suivi pour dire, ça, on l'a restauré, ça, on l'a pas restauré. Donc, en fait, à la fin, on va avoir une liste en fait, des objets sur lesquels il y a eu une intervention. Et on va avoir, à côté dans le rapport, un descriptif des interventions qui ont été réalisées sur l'ensemble des objets, avec des points plus précis sur les opérations un peu particulières. C'est un peu le compromis qu'on a trouvé de notre côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, il m'en reste une. C'est un peu toujours sur cette question de la documentation, etc. Est-ce que, notamment encore dans le cadre des indépendants, mais est-ce que vous avez une formation à l'archivage personnel ou pas du tout? Est-ce que vous êtes sensibilisé un peu à la question de ce que vous allez faire, de tout ce que vous produisez pendant votre carrière et comment le verser, comment le conserver ou pas? Alors, je pense que j'ai une réponse très simple pour ça. Non. Je n'avais pas j'ai été très surprise par le terme archivage personnel parce que je ne l'ai jamais entendu. Donc, je pense que tu as ta réponse. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Je pense que juste on stocke nos informations nous-mêmes et puis voilà. Alors, il y a une chose en revanche sur laquelle on est plutôt formé via nos TP et via les cours qu'on a sur le sujet, c'est la documentation photographique. Parce que ça, c'est quelque chose, avoir au moins une photo avant et une photo après, c'est capital pour nous, notamment parfois pour des questions d'assurance en fait, parce que savoir dans quel état est un objet quand on nous l'a amené, savoir dans quel état on le rend, c'est des choses qui peuvent parfois faire foi dans le cadre de litiges. Si, imaginons, on a rendu une œuvre à un musée qu'après, juste après notre départ, ils l'ont fait tomber et qu'ils essayent de... Ils sont honnêtes la plupart du temps, mais ça peut arriver qu'il puisse y avoir un litige sur, bah oui, mais là l'objet, il a un problème, il a une altération qui n'a pas été traitée. Ben, on peut s'appuyer sur cette documentation pour, en tant qu'indépendant, dire bah oui, mais regardez, l'état dans lequel je vous l'ai rendu, c'est celui-ci. Donc le reste, après, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais ce n'est pas de mon fait. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a, au cours de nos formations, des points assez importants et de façon moins... paranoïaque, on va dire, on nous apprend quand même beaucoup toute la question
de la prise de vue avant, après, mais aussi pendant la restauration, parce qu'en fait, quand on est... C'est parfois très difficile d'y penser, parce que quand on est dans la restauration, dans le processus en fait, d'intervention, on ne va pas penser à s'arrêter, faire une pause, prendre une photo, prendre sous différents points de vue, avec lumière rasante, pas rasante. Donc c'est quelque chose auquel on nous forme, peut-être on oublie encore trop souvent de faire. En tout cas, c'est parfois difficile d'y penser sur le moment, mais c'est quelque chose quand même qui est important pour nous. Parce que en fait, c'est là-dessus qu'on peut aussi s'appuyer derrière pour prendre les images qu'on va mettre dans les rapports, qu'on va avoir en fait comme trace. En fait, c'est la meilleure, comment dire, c'est la façon la plus rapide en fait d'avoir une trace de notre intervention. C'est voilà comment c'était avant, voilà comment c'était après, éventuellement voilà comment c'était pendant. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui va être peut-être qui est rapide à faire en fait et qui va être là au moins, même si le rapport lui-même est un peu incomplet, on a au moins un point de vue en fait avant-après. Et c'est vrai qu'après pour tout ce qui est du rapport écrit, on nous forme pas tant que ça, enfin on nous forme à écrire des rapports, on nous forme pas forcément à constituer de notre côté des dossiers pour chaque œuvre ou pour chaque intervention qu'on a réalisée. Ça c'est quelque chose en fait qui est un peu à l'appréciation de chacun. Mais qui effectivement gagnerait à être systématisé, voire en fait à être demandé, c'est-à-dire plutôt qu'avoir un rapport de quelques pages avec tant de photos avant, tant de photos après, laisser la possibilité de donner un dossier photographique. Ou la possibilité aussi d'avoir en fait donner des notes, des papiers, quelque chose en fait qui soit en annexe d'un rapport. Après, en tout cas pour ma part, j'ai remarqué que les dossiers photographiques, ça arrive un peu. On m'en a demandé récemment d'avoir en plus du rapport vraiment un dossier avec toutes les photos prises avant, pendant, après la restauration. Après, c'est vrai qu'il vient la question de est-ce que ce dossier sera accessible à tous ou est-ce qu'il sera stocké quelque part et qu'il faudra savoir qu'il est là finalement pour en faire la demande. Toujours le même problème. J'aurais une question à ce sujet sur les photographies. Est-ce qu'en tant que restaurateur indépendant, conservateur-restaurateur, vous pouvez faire appel à un photographe d'une institution? Parce que du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces photographies qui parfois nous permettent de reconstituer le cheminement et le travail qui a été fait. Et la plupart du temps, alors soit elles sont faites par les restaurateurs, soit par des photographes qui sont parfois très différents les uns des autres. Et en fait, c'est très très dur quand c'est pas les mêmes conditions de lumière, quand c'est pas exactement le même point de vue et que du coup l'image a un peu bougé. Enfin, justement, de reconstituer en fait ces étapes. Oui, alors pour ce qui est des peintures, en tout cas celles traitées au C2RMF, je trouve que le système est plutôt intelligent. C'est que nous, pendant la restauration, on prend nous-mêmes des photos, évidemment. Elles seront dans le rapport, elles pourront être utilisées par le C2RMF, publiées, etc. Mais en parallèle de ça, les œuvres sont photographiées par le C2RMF, pas forcément à intervalles réguliers, mais à des moments importants. Et eux, pour le coup, ils ont un studio photo qui photographie les photos toujours à la même échelle, toujours sur les mêmes conditions. Ils vont refaire des photos lumière rasante, infrarouge, ultraviolet. Et du coup, ça donne vraiment un référentiel stable pour voir l'évolution de l'œuvre pendant la restauration. Et je pense que c'est un outil qui est super à avoir en parallèle des photos prises par les restaurateurs. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, on intervient sur différentes journées. On va prendre des photos, des détails, des grandes vues, la lumière va changer, donc ces photos-là sont peut-être bien plus précises pour avoir une vue d'ensemble évolutive de l'œuvre. Voilà. Après, il faut l'infrastructure nécessaire. Oui, c'est ça, tout à fait. Le C2, ils ont quand même des moyens qui ne sont pas hyper courants non plus. Aussi, ils ont de la place. Ouais, généralement, en tout cas, au CREAM, c'est pas forcément nous c'est pas nous qui faisons appel à ces photographes, mais ça peut être les musées qui veulent documenter, ou généralement c'est pour des articles de journalisme, ou ça peut être des vidéastes aussi qui font des reportages. Après, c'est rarement nous qui allons chercher le photographe pour la photo spécifique. S'il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'autres questions, c'est bon? Non? Et si vous avez rien à ajouter,
Alors c'était juste un tout petit truc, c'est que quand on projetait de faire cette journée, on avait évoqué la possibilité de faire un petit sondage rapide pour savoir en gros lesquels d'entre vous avaient vraiment eu des cours d'initiation à la matérialité, lesquels d'entre vous considéraient que ça manquait, lesquels considéraient que leur formation avait été exemplaire en la matière. Et du coup, nous on est curieux de savoir, pour savoir si ça s'améliore, si ça ne s'améliore pas aussi vite qu'on espérait, s'il y a une demande ou pas. On va faire un vote à main levée, je pense. Qui estime avoir eu une formation complète et suffisante sur les questions matérielles d'œuvres d'art dans sa formation Un tout petit peu de formation, même pas complète. Oui, ou un tout petit peu. Oui, vous avez été passé par l'école du Louvre, quoi. Master, ouais. Et sinon, non, c'est vraiment rien du tout, rien du tout. Ou oui. Ouais, c'est un... Oui, ça ne fait que... Moi, ça me confirme dans ce que j'avais pu constater aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment... Enfin, c'est dommageable, en fait, pour notre travail. Donc, je vous encourage à répandre la bonne parole autour de vous et à parler de ces questions-là et à encourager à voir si... En plus, de manière tout à fait institutionnelle, il y a très peu de postes en université sur des questions strictement matérielles. Il y a peu de chaires d'université dédiées à ces questions-là. Donc, et le cloisonnement entre les disciplines n'aide pas non plus à développer ces chaires-là. De la même manière que les étudiants en histoire de l'art font une visite aux archives pour apprendre comment se repérer dans un fonds d'archives, enfin dans un service d'archives, on pourrait imaginer qu'ils fassent une visite dans un atelier de restaurateur pour comprendre mieux ce que c'est qu'aborder la complexité matérielle d'un objet. Alors, c'est vrai que pour l'école du Louvre, c'est déjà le cas parce qu'ils visitent normalement le C2RMF et ce serait intéressant de l'étendre aux universités, qu'il y ait effectivement une journée ou une après-midi au C2RMF ou dans un autre atelier de restauration, parce que c'est vraiment dans ces cas-là qu'on se rend compte des interventions déjà qui sont faites par les restaurateurs, comment est une œuvre d'art en dehors du musée, enfin comment la manipuler, C'est vrai que c'est très intéressant et ça devrait être étendu aux autres universités, mais c'est un peu compliqué à envisager parce qu'à l'université il y a tellement d'effectifs, tellement de monde, mais ouais. Même dans les musées, il faudrait aller plus souvent dans les musées et devant les œuvres expliquer la matérialité des objets, je sais pas. Et même pouvoir accéder aux œuvres ailleurs que juste en salle, quoi. Pouvoir visiter des réserves, pouvoir voir même, idéalement dans une formation parfaite, je pense qu'il y aurait même des initiations pratiques aux techniques créatives, parce que c'est vrai que même si on va avoir des cours qui nous disent l'après de peinture murale était préparé comme ça, il avait ce nom en italien, il utilisait tel type de... C'est vrai que faire soi-même, ça change tout pour mieux comprendre comment ça marche et quelles difficultés les artistes et artisans du passé ont eux connues quand ils pratiquaient. Ça, c'est vrai que ce serait l'idéal. Mais je pense que pour le coup, en archéologie, vous êtes peut-être déjà... Enfin, les archéologues, du moins, sont peut-être déjà mieux formés à ça qu'en histoire de l'art pur. C'est vrai qu'il y a peut-être plus d'archéo expérimental que pour l'histoire de l'art. En revanche, je ne sais pas s'il y a des cours à l'université ou d'autres formations qui forment particulièrement à l'archéo expérimental. Il me semble qu'à l'INP, mais que c'est les conservateurs-restaurateurs qui ont des cours à ce sujet, mais je ne crois pas en histoire de l'art et archéologie, sauf si quelqu'un me... Est-ce qu'on a des archéologues dans la salle ? Non, oui, non. Bonjour, merci pour vos interventions. Je travaille sur l'archéologie, mais je ne suis pas archéologue en fait. Je travaille sur les pièces archéologiques.
mais je les connais pas en fait. C'est juste vraiment des données que je traite et bah, c'est problématique en fait. Du mobilier, mais en fait j'ai pas accès aux réserves, ou alors il faut vraiment que je fasse la demande. Voilà, et puis on n'a pas eu de cours sur ça. Hein. Non. On nous montre, voilà, comme disait ma collègue, beaucoup d'images. Oui, on voit, mais après, vraiment le matériau, non. C'est vrai que moi, les archéologues que je connais qui ont commencé à faire de l'archéo expérimental, c'était plutôt vraiment dans le cadre de mémoire, de recherche ou de leur thèse, parce que ils commençaient à en avoir sérieusement besoin et que c'était un des moyens principaux pour avoir accès aux informations nécessaires. Mais je sais qu'aux États-Unis, il y a des cours je pense notamment à un gros projet qui s'est terminé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Making and Knowing Project. Et en gros, c'est un projet super intéressant qui était en collaboration avec l'école des Chartes d'ailleurs. Ils ont pris un manuscrit de la BNF, un livre de recettes, et ils ont décidé de reconstituer toutes les recettes du manuscrit. Il y a un super site qui a été fait. Et en fait, ces reconstitutions-là, elles se sont faites dans le cadre de cours. Donc la chercheuse en charge du projet emmenait ses étudiants dans les ateliers pour reproduire les recettes. Et du coup, il y avait vraiment cette formation-là extrêmement technique et de se rendre compte que pour faire fondre de l'or il faut tel matériau, il faut se protéger de telle manière parce que c'est super chaud, que telle recette hyper bizarre, de fait, elle fonctionne pas, que broyer, pour l'avoir expérimenté, broyer de l'azurite, c'est long et c'est dur. Et du coup, on a beaucoup plus d'admiration pour les peintres qui l'ont fait. Trier de l'azurite, trier du lapis, c'est des choses vraiment, quand on a l'expérience pratique, on n'observe pas du tout les choses de la même manière. Et c'est vrai que c'est des enseignements qu'il faudrait développer parce que c'est extrêmement riche. Et sur ces... Si je peux me permettre, je vais faire 1 minute de pub. Cet après-midi à 16h, il y a une visite guidée de la bibliothèque qui n'est pas que sur la bibliothèque. On va vous emmener, si vous voulez y participer, voir des collections patrimoniales qu'on va sortir. Donc ce serait le moment d'aller voir des œuvres un peu manipulées. Et voilà. Il reste des places Oui, et beaucoup de places. Il reste beaucoup de places. N'hésitez pas. Et sur ce, comme leur tour dès que nous approchons des 13h, je vais remercier nos intervenantes pour tous leurs éclairages et pour cette discussion qui était vraiment très intéressante. Et merci à vous pour votre présence. Et je vous souhaite une bonne suite de congrès. Et merci Mechtilde. Merci beaucoup Mechtilde.